Du côté des États-Unis, évidemment, toujours beaucoup de réactions après le décret anti-immigration, on l'appelle comme ça, limitant en tout cas l'accueil des réfugiés et des ressortissants de 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient pour plusieurs mois. On en parle avec Grégory Volokin qui est avec nous par téléphone depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Donald Trump essaye de reprendre la main sur ces mesures. Il y a eu pas mal de confusion sur la question des détenteurs de green card notamment. Ça perturbe quand même pas mal, semble-t-il, les aéroports avec des manifestations qui étaient en cours tout au long du week-end aux États-Unis. Et puis les prises de parole qui se multiplient de la part des grands patrons américains. Oui, vous êtes très aimable en disant qu'il essaie de reprendre la main parce que, en fait, il a donné plutôt l'apparence d'avoir perdu la tête, je dirais, depuis la fin de la semaine dernière, avec des arrêtés qui sont très très mal vus et qui ont très mal passé. Non seulement dans les milieux politiques, mais aussi dans les milieux économiques. Alors, si le mur avec le Mexique, c'était déjà une pilule pas très facile à faire digérer, quand on s'attaque à l'émigration aux États-Unis, c'est carrément un sujet tabou. Alors, pourquoi tabou? C'est évident que les États-Unis, c'est un pays formé d'émigrants, que ce soit les Irlandais, les Italiens, mais en plus, si on regarde l'économique ou le système économique de Silicon Valley, alors là, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails pour dire que, par exemple, le père de Steve Jobs était syrien, que le CEO de Microsoft est d'origine indienne, que plus de la moitié des ingénieurs à Silicon Valley sont d'origine étrangère. Et en gros, avec ce genre de mesures, Trump qui s'était rapproché, je dirais, des chefs d'entreprise en l'espace de 2-3 jours, là, a fait beaucoup de dégâts. Bon, et alors on parle évidemment beaucoup de la Silicon Valley. C'est vrai que les grands noms, les grands patrons des grandes firmes technologiques américaines sont assez rapidement montés au créneau. On n'aura pas le temps dans le détail de raconter toutes ces histoires, mais les patrons de Facebook, de Netflix, Starbucks également qui a annoncé des mesures après les décrets pris par Donald Trump et son administration. Et puis Wall Street également qui semble s'inquiéter de ce genre de mesures. C'est un mémo interne du PDG de Goldman Sachs qui laisse transparaître l'opposition du patron de Goldman Sachs à ce genre de politique, comme il dit. Oui. Alors je dirais il y a 3 choses. La première chose, c'est qu'évidemment c'est arrêté d'interdire les immigrants ou les visiteurs de 7 pays. C'était quelque chose d'absurde et de dramatique. Mais il y a encore autre chose dans la tête des dirigeants d'entreprise. C'est surtout ce qui va se passer cette semaine parce que Trump devrait annoncer des nouveaux programmes de visa. Et dans les visas, il y a ce qu'on appelle le visa H-1B, qui sont les visas accordés aux personnes qualifiés ou très qualifiés et ça pour non seulement Silicon Valley mais pour Wall Street et pour énormément d'industries. On peut parler aussi de la biotech, mais même l'industrie, je dirais, automobile. Les ingénieurs qualifiés, si tout d'un coup on peut plus les faire venir, il y a un gros problème, simplement parce que les États-Unis n'en forment pas assez. Donc au niveau économique, si tout d'un coup il y avait un arrêté qui limitait ce nombre de visas H-1B, comme on les appelle, ça serait, je pense, non seulement mal reçu par les dirigeants de Silicon Valley et de Wall Street, mais ça serait négatif pour l'économie américaine en général. Ouais, des mesures très très mal perçues pour l'instant par les milieux d'affaires et les milieux économiques aux États-Unis, que ce soit dans la technologie, mais également du côté financier. Merci beaucoup Grégory. On vous retrouvera tout à l'heure après l'ouverture des marchés américains. Jean-François Bay est avec nous donc en plateau, directeur général de Morningstar. Juste d'un point de vue, sous les 20 000 points après quelques minutes de cotation, on retrouve Grégory Volokin sur place, président de Mescard Financial Services à New York. Grégory, est-ce que c'est la fin de la lune de miel entre Corporate America et Donald Trump? En tout cas, si c'est la fin de la lune de miel, c'est un peu la gueule de bois, je dirais, pour Corporate America aujourd'hui. Évidemment, il y a eu toutes ces décisions contre les émigrés ou contre les gens qui venaient de 7 pays. Mais il y a encore d'autres choses. Il y a ce que Trump va annoncer cette semaine qui commence à inquiéter parce que cette semaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer un nouveau membre pour la Cour suprême. Il va annoncer un nouveau programme pour les visas pour les gens très qualifiés qui viennent aux États-Unis. Là, on apprend qu'il a décidé de se retirer de la COP 21 officiellement. Donc, je dirais, c'est beaucoup de choses à digérer. Et les marchés sont intéressants parce que si on regarde ce matin, quelles sont les compagnies aux États-Unis qui baissent le plus à l'ouverture,
Qu'est-ce que c'est? C'est les compagnies aériennes, parce que tout le monde se dit si on commence à mettre des restrictions pour beaucoup de passagers, de voyageurs. Ce matin, on entend même que peut-être on va rajouter à la liste des gens qui ne sont pas admis aux États-Unis les Saoudiens. Si on commence comme ça, il y aura des mesures de retaliation, comme on dit. Donc déjà les Iraniens ont annoncé qu'ils n'acceptaient plus les citoyens américains qui se rendaient en Iran. Tout ça, c'est pas forcément très bon pour des compagnies aériennes. Bon, et ça provoque un peu de fébrilité évidemment sur le marché. Le Dow Jones qui passe sous les 20 000 points. Alors Stéphane Soduteil, vous êtes avec nous, vous allez nous accompagner jusqu'à 16h. Bonjour Stéphane. Bonjour. Responsable de technibourse.com, l'aspect technique, on va dire, de l'évolution des marchés. Oui, on s'est félicité la semaine dernière, on a célébré le Dow Jones au-delà des 20 000 points. Ça a suscité un peu d'enthousiasme supplémentaire, un peu d'euphorie supplémentaire peut-être de la part de certains investisseurs. C'était 20 000 points et puis s'en vont, ou 20 000 points et peut encore mieux faire? Parce que là, du coup, on est un peu moins sûr en ce début de semaine. Il y a une probabilité non négligeable que ce soit 20 000 points et puis s'en vont temporairement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est quand même monté très très fortement depuis l'élection de Donald Trump, quasiment plus 13% sur le Dow Jones, et on a simplement corrigé de moins de 15% cette avancée, donc ce qui est un ratio de correction totalement trop court pour, je dirais, monter beaucoup plus haut et sereinement surtout. Donc là, il y a quand même une forte probabilité qu'on ait une petite phase de turbulence, et ce qui correspond un petit peu effectivement à ces troubles un peu géopolitiques que Donald Trump est en train d'instiller dans le marché. Qui peuvent servir de prétexte, c'est ça, parce qu'on était sur des valorisations tendues, on était sur des niveaux de prix historiques pour les marchés américains. Donc, tout le monde cherchait peut-être aussi un prétexte pour prendre ses profits. C'est vrai que on a eu une semaine un petit peu bizarre la semaine dernière, puisqu'en fait le marché a vraiment décollé au-dessus des 20 000 points, et finalement les investisseurs ont aimé plutôt les premiers décrets de Donald Trump, parce qu'on s'est dit, voilà, il met en place sa politique, donc c'est plutôt pro-business, ça va être intéressant. Et puis là, il y a un petit rétropédalage, et je crains que ce rétropédalage soit un petit peu plus important probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors perdre 3-4%, ça serait pas tout à fait mauvais, je pense, pour espérer racheter à meilleur compte, pour viser peut-être beaucoup plus haut, parce que objectivement, on peut quand même monter à 21 000 points, mais probablement pas tout de suite. Grégory, si on met de côté l'aspect Trump et toutes les surprises qu'on pourra encore avoir dans les prochains jours sur le plan économique, macroéconomique, alors on a eu des indicateurs publiés avant l'ouverture chez vous à Wall Street ce matin, notamment des indicateurs en termes de consommation et d'inflation, et puis on a quelques rendez-vous importants également cette semaine, Grégory. Oui, absolument. Les premiers indicateurs qu'on a eus étaient franchement bon, puisque c'était les dépenses et les revenus des individuels. Les dépenses des individuels au mois de décembre en hausse de 0,5%. Ça fait un rythme annuel de plus de 3,5%, et vous savez très bien que les dépenses des individus, donc des consommateurs, c'est 70% de l'économie américaine. Ça va bien de ce côté-là. Les revenus étaient un tout petit peu en hausse, 0,3%, un peu moins que prévu, mais revu à la hausse le mois précédent. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un taux d'épargne aux États-Unis qui baisse, mais qui reste quand même au-dessus de 5%. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, les marchés avaient beaucoup monté, évidemment, depuis l'élection de Trump sur le programme économique de celui-ci, mais aussi, en fait, sur une conjoncture économique qui est bonne, il faut le dire. On ne peut pas vraiment s'inquiéter actuellement des statistiques économiques qu'on voit. Elles vont toutes dans le bon sens. Preuve supplémentaire sera peut-être cette semaine le chiffre de l'emploi, puisqu'on attend 175 000 créations d'emplois, un taux de chômage à 4,7%. On va avoir la réunion de la Fed. Ça serait très étonnant qu'en fait le discours de Janet Yellen ne souligne pas que l'économie va bien, que le marché de l'emploi est pratiquement à un niveau de plein emploi. Donc je dirais tous les voyants sont verts, si ce n'est le risque, je dirais, politique qu'on a actuellement, et surtout ce risque, il est devenu, il est monté peut-être au premier plan des investisseurs depuis des déclarations sur le mur, donc anti-business, puisque là on parle de commerce international, le fait d'empêcher des émigrés et peut-être d'avoir des programmes d'émigration très durs, anti-business aussi, alors que jusque maintenant les marchés montaient sur le côté pro-business de Trump. Est-ce qu'il peut assez vite rattraper la situation
en allant peut-être plus en détail sur sa réforme fiscale, puisque ça semble être quand même le point majeur acheté par Wall Street depuis l'élection de Donald Trump. Pour l'instant, on a tout eu, l'aspect protectionniste, la sortie de la COP 21, l'aspect anti-immigration. Est-ce qu'on attend des choses assez concrètes sur la réforme fiscale de manière rapide, qui permettrait peut-être aux investisseurs de se raccrocher à quelque chose qui va dans leur sens, ou est-ce que finalement le côté réforme fiscale, c'est quelque chose qu'il ne faut pas espérer avant plusieurs mois peut-être, Grégory? Mais c'est le gros problème du pouvoir aux États-Unis. Autant Donald Trump a le pouvoir de faire des arrêtés comme ceux qu'il a fait maintenant depuis une semaine, autant par rapport à une réforme fiscale, il peut tout juste subir ce que le Congrès va décider. Il peut guider le Congrès, mais il n'a aucun pouvoir, mais zéro pouvoir au niveau de décider du taux d'imposition des Américains. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux d'imposition, ça fait partie du budget des dépenses de l'État. Ces dépenses de l'État, c'est pas Trump qui les décide, elles sont votées par la Chambre des représentants et par le Sénat. Donc pour baisser les impôts, quoi que dise Trump, et il a cette volonté, et on sait que les républicains ont aussi cette volonté, mais c'est un processus législatif et pas du tout un processus exécutif. Donc en ce moment, Trump, il agit où il peut agir, et malheureusement où il peut agir, c'est justement ce genre de mesures qui semblent en tout cas causer certains problèmes moraux, ça c'est clair, mais maintenant aussi peut-être des problèmes au niveau du business. Oui, effectivement. Alors, série de réactions. On a parlé de la réaction évidemment de la Silicon Valley, le patron de Goldman Sachs également qui est monté au créneau contre cette politique qu'il ne soutient pas. C'est ce qu'il indiquait dans un mémo qui a été adressé ce week-end aux salariés de Goldman Sachs. Et puis réaction politique de la communauté internationale bien sûr, et Angela Merkel notamment, qui critique très vivement le décret pris par Donald Trump ce week-end, décret qui stigmatise les musulmans. Angela Merkel dénonce le caractère anti-musulman du décret de Donald Trump. Vous savez qu'il vise à limiter pendant au moins 3 mois la venue sur le territoire américain de ressortissants en provenance de 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, évidemment à dominance musulmane en termes de religion bien sûr. Voilà donc pour les indications et les éléments qui font l'actualité à Wall Street en ce début de séance. Le Dow Jones est volé. Décret anti-immigration pris par Donald Trump ce week-end. Énormément de réactions de la part des grands patrons américains, de la part de la communauté internationale également. Et puis il y a quelques instants, Donald Trump qui vient de signer un nouvel Executive Orders, donc les ordonnances, les décrets présidentiels en matière de régulation. Donald Trump veut que pour toute nouvelle régulation, 2 réglementations soient supprimées. Donc c'est le 1 pour 2, une nouvelle réglementation, mais en face il faut supprimer 2 réglementations existantes. Donc voilà l'ordonnance qui réglemente la dérégulation, on va dire ça comme ça, aux États-Unis. C'est la dernière ordonnance en date qui a été signée par Donald Trump. Voilà pour les mouvements de marché, mouvements de défiance vis-à-vis des derniers décrets pris par Donald Trump. On en parlait tout à l'heure avec Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Est-ce que c'est la fin de la lune de miel entre les investisseurs et le président américain? En tout cas, si c'est la fin des de miel, c'est un peu la gueule de bois, je dirais, pour Corporate America aujourd'hui. Évidemment, il y a eu toutes ces décisions contre les émigrés ou contre les gens qui venaient de 7 pays. Mais il y a encore d'autres choses. Il y a ce que Trump va annoncer cette semaine qui commence à inquiéter parce que cette semaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer un nouveau membre pour la Cour suprême. Il va annoncer un nouveau programme pour les visas pour les gens très qualifiés qui viennent aux États-Unis. Là, on apprend qu'il a décidé de se retirer de la COP 21 officiellement. Donc, je dirais, c'est beaucoup de choses à digérer. Et les marchés sont intéressants parce que si on regarde ce matin, quelles sont les compagnies aux États-Unis qui baissent le plus à l'ouverture? Qu'est-ce que c'est les compagnies aériennes, parce que tout le monde se dit si on commence à mettre des restrictions pour beaucoup de passagers, de voyageurs, ce matin on entend même que peut-être on va rajouter à la liste des gens qui ne sont pas admis aux États-Unis les Saoudiens. Si on commence comme ça, il y aura des mesures de retaliation, comme on dit. Donc déjà les Iraniens ont annoncé qu'ils n'acceptaient plus les citoyens américains qui se rendaient en Iran. Tout ça, c'est pas forcément très bon pour des compagnies aériennes.
Bon, et ça provoque un peu de fébrilité évidemment sur le marché. Le Dow Jones qui passe sous les 20 000 points. Alors Stéphane Soduteil, vous êtes avec nous, vous allez nous accompagner jusqu'à 16h. Bonjour Stéphane. Bonjour. Responsable de technibourse.com, l'aspect technique, on va dire, de l'évolution des marchés. Oui, on s'est félicité la semaine dernière, on a célébré le Dow Jones au-delà des 20 000 points. Ça a suscité un peu d'enthousiasme supplémentaire, un peu d'euphorie supplémentaire peut-être de la part de certains investisseurs. C'était 20 000 points et puis s'en vont, ou 20 000 points et peut encore mieux faire? Parce que là, du coup, on est un peu moins sûr en ce début de semaine. Il y a une probabilité non négligeable que ce soit 20 000 points et puis s'en vont temporairement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est quand même monté très très fortement depuis l'élection de Donald Trump, quasiment plus 13% sur le Dow Jones, et on a simplement corrigé de moins de 15% cette avancée, donc ce qui est un ratio de correction totalement trop court pour, je dirais, monter beaucoup plus haut et sereinement surtout. Donc là, il y a quand même une forte probabilité qu'on ait une petite phase de turbulence, et ce qui correspond un petit peu effectivement à ces troubles un peu géopolitiques que Donald Trump est en train d'instiller dans le marché. Qui peuvent servir de prétexte, hein, c'est oui. Ça, parce qu'on était sur des valorisations tendues, on était sur des niveaux de prix historiques pour les marchés américains. Donc, tout le monde cherchait peut-être aussi un prétexte pour prendre ses profits. C'est vrai que on a une semaine un petit peu bizarre la semaine dernière, puisqu'en fait le marché a vraiment décollé au-dessus des 20 000 points, et finalement les investisseurs ont aimé plutôt les premiers décrets de Donald Trump, parce qu'on s'est dit, voilà, il met en place sa politique, donc c'est plutôt pro-business, ça va être intéressant. Et puis là, il y a un petit rétropédalage, et je crains que ce rétropédalage soit un petit peu plus important probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors perdre 3-4%, ça serait pas tout à fait mauvais, je pense, pour espérer racheter à meilleur compte, pour viser peut-être beaucoup plus haut, parce que objectivement, on peut quand même monter à 21 000 points, mais probablement pas tout de suite. Grégory, si on met de côté l'aspect Trump et toutes les surprises qu'on pourra encore avoir dans les prochains jours sur le plan économique, macroéconomique, alors on a eu des indicateurs publiés avant l'ouverture chez vous à Wall Street ce matin, notamment des indicateurs en termes de consommation et d'inflation, et puis on a quelques rendez-vous importants également cette semaine, Grégory. Oui, absolument. Les premiers indicateurs qu'on a eus étaient franchement bons, puisque c'était les dépenses et les revenus des individuels. Les dépenses des individuels au mois de décembre en hausse de 0,5%. Ça fait un rythme annuel de plus de 3,5%, et vous savez très bien que les dépenses des individus, donc des consommateurs, c'est 70% de l'économie américaine. Ça va bien de ce côté-là. Les revenus étaient un tout petit peu en hausse, 0,3%, un peu moins que prévu, mais revu à la hausse le mois précédent. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un taux d'épargne aux États-Unis qui baisse, mais qui reste quand même au-dessus de 5%. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, les marchés avaient beaucoup monté, évidemment, depuis l'élection de Trump sur le programme économique de celui-ci, mais aussi, en fait, sur une conjoncture économique qui est bonne, il faut le dire. On ne peut pas vraiment s'inquiéter actuellement des statistiques économiques qu'on voit. Elles vont toutes dans le bon sens. Preuve supplémentaire sera peut-être cette semaine le chiffre de l'emploi, puisqu'on attend 175 000 créations d'emplois, un taux de chômage à 4,7%. On va avoir la réunion de la Fed. Ça serait très étonnant qu'en fait le discours de Janet Yellen ne souligne pas que l'économie va bien, que le marché de l'emploi est pratiquement à un niveau de plein emploi. Donc je dirais tous les voyants sont verts, si ce n'est le risque, je dirais, politique qu'on a actuellement, et surtout ce risque, il est devenu, il est monté peut-être au premier plan des investisseurs depuis des déclarations sur le mur, donc anti-business, puisque là on parle de commerce international, le fait d'empêcher des émigrés et peut-être d'avoir des programmes d'émigration très durs, anti-business aussi, alors que jusque maintenant les marchés montaient sur le côté pro-business de Trump. Est-ce qu'il peut assez vite alors rattraper la situation en allant peut-être plus en détail sur sa réforme fiscale, puisque ça semble être quand même le point majeur acheté par Wall Street depuis l'élection de Donald Trump. Pour l'instant, on a tout eu, l'aspect protectionniste, la sortie de la COP 21, l'aspect anti-immigration. Est-ce qu'on attend des choses assez concrètes sur la réforme fiscale de manière rapide, qui permettrait peut-être aux investisseurs de se raccrocher à quelque chose qui va dans leur sens, ou est-ce que finalement le côté réforme fiscale, c'est quelque chose qu'il ne faut pas espérer avant plusieurs mois peut-être, Grégory?
Mais c'est le gros problème du pouvoir aux États-Unis. Autant Donald Trump a le pouvoir de faire des arrêtés comme ceux qu'il a fait maintenant depuis une semaine, autant par rapport à une réforme fiscale, il peut tout juste subir ce que le Congrès va décider. Il peut guider le Congrès, mais il n'a aucun pouvoir, mais zéro pouvoir au niveau de décider du taux d'imposition des Américains. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux d'imposition, ça fait partie du budget des dépenses de l'État. Ces dépenses de l'État, c'est pas Trump qui les décide, elles sont votées par la Chambre des représentants et par le Sénat. Donc pour baisser les impôts, quoi que dise Trump, et il a cette volonté, et on sait que les républicains ont aussi cette volonté, mais c'est un processus législatif et pas du tout un processus exécutif. Donc en ce moment, Trump, il agit où il peut agir, et malheureusement où il peut agir, c'est justement ce genre de mesures qui semblent en tout cas causer certains problèmes moraux, ça c'est clair, mais maintenant aussi peut-être des problèmes au niveau du business. Et les marchés en prennent acte effectivement avec une baisse assez marquée à Wall Street, en tout cas baisse de 1% sur le S&P 500 qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs moments maintenant, un mouvement de cette ampleur en tout cas sur les indices américains à la baisse. En l'occurrence, c'était Grégory Volokin avec nous tout à l'heure depuis New York, président de Mescard Financial Services. Voilà pour cette